à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour ce 8e SDC Talks, le rendez-vous des communicants de Subdecom. Et aujourd'hui, on est très heureux de t'accueillir, Célia Tapti, qui va nous parler de son métier et de son entreprise, en l'occurrence celui de Social Media Manager chez Decathlon. On peut applaudir Célia et vous applaudir, merci. Merci d'être là, on est à Lille, en direct pour une petite poignée d'étudiants et en live ou en replay pour celles et ceux qui nous regarderont. Très heureux de vous avoir et on va commencer tout de suite, on va passer une petite heure ensemble et je vais te poser plein de questions et j'espère que voilà, tu seras… Ouais, bien sûr, j'en suis certain. Célia, bienvenue ici à Subdecom. Merci. On a l'habitude de recevoir un certain nombre de communicants, influenceurs, créateurs de contenu, direction de la communication, plein de métiers. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un focus sur le métier Social Media Manager avec toi, dans une entreprise un peu particulière qu'on connaît très bien chez nous, qui est celle de Decathlon, en particulier ici à Lille. Mais avant de parler à la fois de ton métier, de ton entreprise et des actualités autour de l'univers du sport 2024, on va parler de toi. Quel est ton parcours? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as fait comme études, Célia? Alors, je suis de Lille, 100% lilloise. J'ai grandi ici. J'ai 29 ans bientôt, donc ça approche la trentaine, c'est chaud. Et du coup, moi, j'ai fait des études de sport, donc j'étais en STAPS à Lille et j'ai fait toute mon université là-bas. J'ai fait un master management du sport international et en fait, après ça, je suis très vite rentrée chez Decathlon. Donc voilà mon parcours. Rentrée chez Decathlon en stage ou à la suite de tes études? Donc, du coup, j'ai un parcours un peu atypique, enfin en tout cas un chemin un peu atypique. J'ai d'abord fait mon master et j'ai dû faire des stages à l'étranger pour valider mon master à l'international. Donc je suis partie plusieurs mois à Montréal, 6 mois sur la première année, 3 mois sur la deuxième. Et en fait, en finissant mes études, je me suis rendu compte que ça allait être galère de trouver du taf sur ce que je voulais moi, donc les réseaux sociaux, sans de grosses expériences en France. Parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir un master un peu à l'international, mais pas forcément envie de partir absolument de la France en sortant d'études. Donc du coup, je me suis débrouillée pour pouvoir refaire un stage post-diplôme. Donc j'ai dû me réinscrire un peu à la fac à l'arrache en STAPS et tout, mais ils m'ont beaucoup aidé, ça a été très sympa de leur part. Et du coup, j'ai trouvé le stage chez Decathlon de 6 mois en tant que community manager. Et pendant 6 mois, ma strat, c'était de me rendre indispensable pour qu'à la fin, ils n'aient pas le choix de me garder. La stratégie a marché. Encore aujourd'hui, des fois, ils me disent qu'ils ont l'impression que je les ai manipulés, mais c'était juste une strat. Il y avait une chance sur deux que ça passe et j'ai eu de la chance. En fait, tous les timings ont concordé. Au moment où j'ai fini mon stage, ils cherchaient quelqu'un. Donc, j'ai postulé, j'ai suivi le processus habituel et ils m'ont gardé. Et du coup, en juillet 2019, j'ai signé en CDI en tant que community manager. Et pendant 5 ans, j'ai évolué là-bas en fait, en tant que community manager. Et de plus en plus de responsabilités avec le temps m'ont amené à ce poste de social media manager aujourd'hui. Superbe. Et tu nous dis, j'ai toujours eu envie de travailler dans les réseaux sociaux, mais pourtant tu faisais des études de STAPS. C'est quoi la réflexion? Eh bien, étonnamment, en STAPS, il y a plusieurs filières. On ne devient pas que prof de PS ou coach. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais en gros, moi, c'est le choix que j'ai fait pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir aller sur une école payante ou le temps, parce qu'en gros, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Donc je faisais du handball et j'avais 4 entraînements semaine. Donc et le week-end, on partait souvent en déplacement. Donc je pouvais pas avoir un travail à côté de mes études qui me permettait vraiment de prendre une école, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais me focus sur la fac. Et en fait, j'ai toujours été fan de sport. J'ai un peu discuté avec des gens qui avaient fait STAPS et ils m'ont expliqué qu'en fait, c'était pas que prof de PS ou coach ou ces métiers-là, mais il y avait aussi une filière management du sport dans laquelle il y avait du management, mais de la com, du marketing, plein de sujets comme ça. Donc je me suis dit, bon, je vais me mettre là-dedans à fond. Je kiffe le sport et il y a la filière qui me va à peu près. Je vais tenter le coup, passer par STAPS. Et en fait, ma stratégie aussi en STAPS, c'était de trouver des stages adaptés à ce que j'avais envie de faire plus tôt. Comme ça, je pouvais, pendant les stages, bosser à fond la communication. Et après, sur les cours, je prenais de l'expérience ailleurs. Et du coup, c'est le chemin que j'ai choisi qui m'a mené au bon endroit aujourd'hui. Mais je suis consciente que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Il y a un souci de timing aussi qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Mais c'était le trajet le plus évident pour moi, donc c'est celui que j'ai fait.
Bravo, félicitations. Et petite étape internationale, Montréal, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Du coup, j'ai rejoint une start-up qui s'appelait Custom Sportswear et leur, euh, leur expertise à eux, c'était de personnaliser des équipements de sport dans la ville de Montréal, donc pour plein de clubs de la ville, donc des plus ou moins petits clubs. Et en fait, mon rôle là-bas, c'était de faire la com du magasin et de la marque, et donc de commencer à faire un peu plus rayonner la marque, de crédibiliser un peu plus la communication, d'amener un cadre. Et donc, je suis vraiment allée là-bas, j'avais 20 ans à l'époque, 21 ans, et je connaissais la com de façon théorique, mais j'avais pas fait beaucoup de stages dans la com. Donc, j'ai vraiment appris sur place. On m'a vraiment laissé carte blanche, donc j'ai pu tester plein de choses. Et du coup, pendant les 6 mois, mon objectif, c'était de faire la communication, d'animer les réseaux sociaux comme je pouvais et tout. Et franchement, j'ai pu apprendre beaucoup de choses en touchant un peu à tout. Il fallait être très autonome et très, très curieuse parce que j'avais pas forcément quelqu'un qui était expert en com qui m'accompagnait. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de moi-même, de fouiller sur Internet tout ce qu'il fallait faire, comment faire tel truc pour Facebook, la com, tout ça. Et c'était aussi très intéressant de voir comment fonctionne la com dans un pays autre que la France parce que même sur les réseaux sociaux, tout le monde ne communique pas de la même manière. Donc non, c'était hyper enrichissant. Bon, super. Aujourd'hui, donc, tu es chez Decathlon par un beau jeu de hasard, comme tu dis. Voilà, te voilà chez Decathlon. Quelles sont tes missions aujourd'hui? Alors, quel est le poste quand tu as intégré Decathlon jusqu'à arriver aujourd'hui social media manager? Et quelles sont tes grandes missions? Ok, donc en gros, quand je suis arrivée, il faut savoir qu'ils étaient que deux dans l'équipe. Donc Yann et Jeff, qui sont mes collègues et qui sont mes managers aujourd'hui, ils étaient que deux. Ils avaient créé le projet ensemble. Donc quand je suis arrivée, on touchait pour tous un gérer peu tous les réseaux sociaux. tous les réseaux sociaux certifiés de Decathlon. Wow. Donc en France, il y avait donc à l'époque on avait Insta, Facebook, Twitter et YouTube. Je pense que j'oublie rien. Et du coup, ils étaient à deux pour tout gérer, donc la strat, la modération, la gestion du planning, la création du contenu, tout ça. Donc quand je suis arrivée, ma mission, ça a été de les assister sur un peu tout. Donc en fait, on touchait tous à plein de choses. On postait tous, on modérait tous, on créait tous du contenu, on cherchait tous des idées, on gérait tous les campagnes. On était vraiment tous les trois sur tout en même temps. Et à trois, c'était possible parce qu'on était tout le temps ensemble, donc c'était facile de se coordonner. Mais plus on avançait, plus les réseaux prenaient de l'ampleur, plus on avait besoin de se cadrer et de se définir des missions très précises pour qu'on soit complémentaires plus que tous sur les mêmes trucs. Et du coup, plus ça avançait, plus je me suis dirigée sur la partie contenu et opérationnel, là où eux se sont plus dirigés sur la partie campagne et stratégie. Et du coup, aujourd'hui, moi, je suis responsable de toute la partie contenu et de toute la gestion opérationnelle du planning éditorial. Donc, en gros, c'est moi qui vais gérer les rendez-vous qu'on va se mettre pour réfléchir à des idées. C'est moi qui vais les répartir. Une fois qu'ils seront répartis entre moi et Pierrick et Hugo qui bossent avec moi sur la partie contenu en opérationnel, on aura chacun nos tournages. Là, je vais devoir gérer toute la création des contenus que j'ai choisis sur ce mois-ci, par exemple. Et ensuite, le but, c'est d'articuler le planning pour que tout se passe au bon moment, que les contenus soient bien, que quand on les reçoit, on fasse les bons retours pour avoir un contenu fini qui nous plaît et qui plaît à ceux à qui on le montre. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment autour de toute cette partie opérationnelle. Enfin, en tous les cas, c'est une question que moi, je me suis posée, mais quelle différence tu fais entre le community management et social media management? La partie community management en tant que telle, c'est plutôt d'animer les réseaux sociaux vraiment au quotidien. Donc, de poster, de modérer, de parler avec les gens. Moi, mon quotidien aujourd'hui, c'est plutôt de gérer ceux qui le font. Donc, Pierrick et Hugo qui ont plus les mains dedans. Ça ne m'empêche pas de le faire aussi quand je dois les décharger ou autre. Mais aujourd'hui, j'ai pris un petit peu plus de recul sur ça pour m'occuper, en tout cas moi, à titre perso, de la création de contenu en tant que tel. Donc c'est moi qui vais être au-dessus sur la partie contenu, qui vais les aider, qui vais les guider et tout, parce que forcément ils sont beaucoup plus jeunes et ils apprennent encore, même s'ils sont déjà très bons, je dois le dire. Mais je les aide et je les guide aussi sur ces choses-là, puisque j'ai forcément plus d'expérience. Donc en fait, social media manager, c'est plus un métier on va aussi manager des gens qui vont avoir ce rôle de community management là. Ce qui n'empêche pas un social media manager de faire un peu de community management et un community manager de sortir un peu de cette mission et de faire un peu plus. Mais ce qui est un
un classique dans ce métier de la polyvalence est importante. On n'est jamais vraiment juste cantonné à ce truc de poster. En fait, il y a toujours plus de choses à faire. Mais c'est comme ça que je noterai la différence. Ok, super. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez surtout pas. Parce que moi, j'en ai plein. J'avais une question aussi à te poser sur qui est le donneur d'ordre, qui vous donne l'idée du contenu, la stratégie à produire. Est-ce que vous travaillez votre petite cellule rapprochée et vous proposez la direction générale de la com, ou inversement, on vous dit là en ce moment, il va falloir booster tel ou tel sujet, marque, produit. Donc, s'il vous plaît, créez du contenu là-dessus. Alors, nous, on a beaucoup de chance, c'est qu'on est assez libre dans ce qu'on fait. Notre expérience, ça fait qu'on nous fait confiance aujourd'hui sur ce qu'on décide de faire. Donc, on a une stratégie qu'on a mis en place ensemble, une stratégie plus globale, donc sur l'aspect, le message qu'on veut faire passer, le ton qu'on veut avoir sur les réseaux, le contenu qu'on veut créer, les campagnes, la manière dont on veut pousser les produits. On la met en place ensemble. Ensuite, on la présente à nos managers directs, donc pas mes managers à moi, mais au-dessus. On leur présente pour leur dire, voilà ce qu'on a mis en place. On leur laisse l'occasion de nous faire des retours pour qu'on ajuste. Généralement, le fait on a quand même une strate qui est en place depuis maintenant 7 ans, on a toujours gardé un fil rouge. Donc on l'a fait évoluer, mais la base le socle en tout cas reste quand même solide et reste toujours le même sur en tout cas le ton qu'on veut avoir sur les réseaux, la façon dont on veut s'adresser aux gens. Ce qui fait qu'en fait on ajuste et on montre ces ajustements, mais ils savent relativement ce qu'on va leur présenter, donc ils nous font confiance aujourd'hui. Après, donc tous les mois, par exemple, pour que vous captiez un peu comment on fonctionne, tous les mois, on se pose pendant toute une matinée, on réfléchit aux idées qu'on va mettre en place selon la période, selon la saison et tout. Mais ça ne nous empêche pas, entre ces rendez-vous, d'avoir des personnes de la partie commerce ou des personnes des autres marques qui viennent nous dire là, on a ce produit qui va sortir. Est-ce qu'il y a moyen que vous pensiez à un contenu? Des fois, c'est eux qui viennent avec du contenu et qui nous disent on a pensé à ce contenu, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous voulez le jouer ou non? Et donc, du coup, on est assez flexible. Ce qui est notre avantage à nous, c'est que c'est nous qui aurons le dernier mot sur ce qui va sortir sur nos réseaux parce qu'on nous fait confiance. Et encore une fois, c'est vraiment une chance. Mais on a ça s'articule un peu plus en collectif où nous, on va gérer la base, mais on peut aussi piocher dans tout ce qui se passe autour. Et est-ce qu'il y a une stratégie qui est différenciée entre la marque Decathlon à part entière et les marques produits, on va dire, on va prendre Tribord par exemple, voilà. Est-ce que l'équipe Tribord peut venir vous voir en disant il faudrait faire un petit push là sur, je sais pas, les planches pour le paddle. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que Decathlon peut reposter notre publication? Est-ce que ça fonctionne dans ce genre de dynamique-là? Ouais, ça arrive aussi. Ça arrive même souvent quand même que certains sports viennent nous voir et nous proposent. L'avantage qu'on a, c'est que en fait, comme on bosse, quand on réfléchit nos contenus, on pense aux saisons et aux événements sportifs du moment. Généralement, quand ils viennent nous voir, sauf surprise, on avait déjà prévu un créneau sur leur sport. On est aussi très central dans la communication, donc on est tout le temps en contact avec tout le monde, ce qui fait que même quand on va réfléchir nos idées, on sait que commercialement, à ce moment-là, il y aura tel ou tel produit. Donc du coup, on est rarement surpris, mais ça peut arriver que en fait, eux aient leur propre sujet et viennent nous pousser. En fait, chez Decathlon, nous, on a notre stratégie sur Decathlon au global, en tout cas Decathlon France, mais les sports gèrent chacun de façon indépendante. Donc tout le monde a plutôt sa stratégie aussi. Et de temps en temps, on arrive à tout mutualiser. De temps en temps, c'est un peu plus dur parce qu'en fait, l'avantage et l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on doit parler de beaucoup de sports. Donc en fait, il y a des périodes où on est vraiment full et on est obligé de leur dire là, on n'a vraiment pas de place. Donc on essaye de s'ajuster, de trouver une période qui arrangerait quand même. Mais ouais, ça nous arrive qu'on nous demande de même pousser des posts en story, pousser des stories ou faire des cross-posts ou faire des trucs comme ça. On essaye de collaborer au mieux. C'est pas toujours simple parce qu'on a beaucoup de sujets à adresser, mais ça nous arrive quand même de récupérer des sujets et des contenus des autres sports. Super. Tu disais tout à l'heure, dans l'organisation du service, une fois par mois, une demi-journée dédiée un peu à la planification du mois. Donc c'est quoi un mois type, une semaine type, ou même si tu y arrives, une journée type de Célia? C'est très dur de définir une journée, une semaine ou un mois type, parce que ça dépendra vachement de la charge et des sujets qu'on a. Parce que par exemple, il y a des périodes où on aura juste des sujets saisonniers, il y a des périodes où on aura des partenariats, par exemple les JO qui arrivent, ou l'annonce du partenariat AG2R et Decathlon. Donc ces sujets-là peuvent venir chambouler un peu notre routine, même si on n'en a pas vraiment. Mais si je devais définir une journée type, ou en tout cas une semaine type à peu près,
le lundi, j'arrive, je me remets à peu près à jour sur ce qui s'est passé le week-end. Je check un peu les stats de la semaine pour faire une analyse de comment ça s'est passé, quels posts ont marché, quels posts n'ont pas marché. Une fois que ça s'est fait, je vais regarder, traiter mes mails. Et en fait, comme on est Decathlon France, au-delà de l'aspect réseaux sociaux, on a un aspect accompagnement des autres sports qui est hyper important. Et du coup, des fois, on a des mails de sports qui nous demandent des conseils, même d'autres services qui nous demandent des conseils. Donc, on a tous ces mails-là à traiter. Une fois que ça s'est fait, on va se voir en équipe tous les lundis pour voir ce qu'on a à faire dans la semaine. Donc, les posts qui doivent partir, les campagnes qui doivent partir. C'est à ce moment-là qu'on parle des sujets dont on doit parler si on n'a pas eu le temps de se voir pendant la semaine. Et ensuite, l'après-midi, on lance la semaine et là, on aura soit plein de rendez-vous, des workshops, des rendez-vous pour des partenariats, des rendez-vous pour des tournages à préparer, etc. Donc, généralement, ça va être ça. Après, il y a d'autres moments où on se bloque pour faire de la modération sur les posts. Moi, je le fais moi aujourd'hui, mais il y a quand même des moments où il faut le faire. Ensuite, il y a les rendez-vous pour les tournages, donc vraiment aller sur un tournage, gérer le tournage avec des cadreurs, des vidéastes, donc créer le contenu vraiment de façon très, très concrète. Et en fait, ça s'articule comme ça. Donc, on a toutes nos missions qui vont le seul truc type, je dirais que c'est le lundi matin, parce que vraiment, c'est là qu'on prépare la semaine. Mais après, une fois que la semaine est lancée, ça peut être une semaine où il y a 3 tournages, une semaine où il n'y a aucun tournage, mais que des rendez-vous ou des séminaires ou des trucs. Donc, c'est impossible de définir une semaine type, c'est hyper dur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au quotidien, moi, mon objectif, c'est d'avoir le planning devant les yeux, de savoir les contenus qu'on doit créer et de savoir qui le fait quand et de partir en tournage, quoi. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui crée vos contenus? Vous les imaginez? Qu'est-ce qui les filme? Alors, ça dépend. Je me permets juste de reposer la question parce que peut-être que des personnes ne l'entendront pas dans le cadre du replay. Donc, qui vous partagez, mais qui crée vraiment le contenu et les vidéos? Du coup, c'est très variable. Ça peut être nous qui faisons le contenu de A à Z. Donc, on le pense, on le filme, on le monte et on le poste. Il peut y avoir des moments où on le pense, on brief un créateur de contenu qu'on connaît bien. Par exemple, Samy, je ne sais pas si vous avez déjà vu nos réseaux, mais on bosse avec quelqu'un qui s'appelle Samy, qui est un créateur de contenu et qui a des réseaux assez développés aujourd'hui, qui est hyper autonome. Donc, on va lui briefer l'idée, il va la gérer, il va nous envoyer le contenu. Nous, on va gérer les retours pour avoir le contenu le plus proche de ce que nous, on imagine. Ensuite, on va le poster. Et après, des fois, il y a d'autres tournages où on pense l'idée, on contacte un cadreur, le cadreur vient, mais c'est nous qui gérons tout ce qui se passe sur le tournage. Ensuite, on gère les retours avec lui et il nous rend la vidéo finie. Donc, c'est vraiment hyper variable. Des fois, on gère tout, des fois, on gère pas. Des fois, on a une agence avec qui on bosse qui s'appelle OP1C, qui est à Roubaix, qui a aussi la main sur nos contenus. Mais le seul point commun entre tout ça, c'est que c'est quasi toujours nous qui imaginons le contenu et qui le briefons à toutes les personnes avec qui on va travailler. J'espère que j'ai répondu à ta question. Parfait. Merci pour ta question. Et j'avais une question qui allait dans ce sens-là, parce que tu nous parles de contenu, tu nous parles de confiance de la direction, voire du côté, voire un peu, vous êtes le modèle, on vient vous solliciter un peu dans l'esprit, mais vous avez un ton qui est quand même régulièrement décalé, voire humoristique. Voilà, comment on l'assume ça, et est-ce que ça fait partie de ce fil rouge depuis 5-7 ans là dont tu parles en nous disant même si la vie fait que ça change, on a toujours ce fil rouge. Est-ce que l'identité humoristique, tout du moins décalée, ça fait partie de ce fil rouge? Alors, c'est compliqué de dire qu'on a un ton humoristique. Oui. On a des moments où on a eu des contenus humoristiques qui sont les plus visibles, forcément, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok aujourd'hui. C'est les trucs qui ont vraiment marqué les gens. Mais en fait, le ton global est plutôt un ton léger, sérieux, mais sans trop se prendre la tête, qui fait qu'en fait, même des contenus un peu plus sérieux, on va essayer d'avoir une approche détente. Comme si, en fait, le but, quand on poste nos contenus, c'est d'être, et c'était une grande phrase de notre strat pendant longtemps et qu'il l'est encore aujourd'hui, c'est d'être le pote sportif des Français, à savoir vraiment, tu casses un peu cette frontière de vas-y, c'est une marque, on ne peut pas leur parler. Le but, c'est vraiment que les gens se sentent à l'aise, comme ça, quand ils ont besoin d'un conseil, besoin d'un produit ou juste envie de se détendre en regardant un truc de sport, ils pensent à Decathlon. Donc en gros, l'idée, c'était d'avoir ce ton-là global qui se retrouve sur des contenus très tuto où on va aider les gens, mais avec une approche vraiment détente et pas trop sérieuse, mais pas forcément humoristique non plus. Et aussi qui se retrouve dans du chambrage de temps en temps. On va rebondir sur un tweet pour chambrer la personne, faire une blague, rebondir sur un truc qui nous concerne et tout. Donc l'idée globale est plutôt de garder un ton léger
détendu comme en fait quand tu vas dans un vestiaire de sport, quoi. Quand tu vas au sport, quand tu vas dans ton vestiaire et que tu es avec ton équipe, ça se chambre, ça discute des fois sérieusement, ça se conseille des fois, ça se motive. Il y a tous ces trucs-là qui se retrouvent dans le vestiaire et l'idée c'est que nous on arrivait à faire transparaître ça sur nos réseaux. Donc c'est ça notre fil rouge. Notre fil rouge c'est vraiment d'être sportif en fait aux yeux des gens accessible. et d'être comme les sportifs que tu rencontres. Des fois c'est forcément plus dur parce que tu restes une marque au fond, donc tu dois quand même passer des messages et tout. Mais on a toujours essayé dans notre contenu, dans notre façon de parler aux gens, d'être le plus naturel possible, d'être le plus proche de qui on est nous aussi, sans forcément incarner les réseaux complètement, mais juste de se dire, quand tu parles à des cas, tu parles à un humain normal, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à le garder, parce que même dans des moments où on va moins avoir d'idées de blagues, le fait qu'on va penser des contenus un peu légers, sans se prendre trop la tête, fait qu'il y aura quand même des contenus cool qui vont plaire. Chouette. Mais qui ne seront pas genre plein de blagues. Et on n'a pas cette pression-là, et on n'a jamais voulu l'avoir, de devoir toujours faire la bonne blague. Parce qu'en fait, si tu axes ta strat trop sur ça, le jour où tu n'as plus de blague, bah, c'est même pas... tu peux ne plus être crédible aussi, parce qu'il y a un aspect, tu es quand même une marque et tout. Mais le jour où tu n'as plus de blague, bah, tu n'as plus de contenu. Et là, c'est plus compliqué. Et le jour où tu changes de community manager, si c'était un grand blagueur et que l'autre, il l'est moins, bah, tu es aussi bloqué. Alors que là, nous, l'idée, c'était que même s'il y avait des changements, bon, même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements sur les 5 ans, mais c'est pas toujours les mêmes personnes qui gèrent les réseaux, le but était de garder le fil rouge de t'es dans ton vestiaire et tu parles avec un sportif et c'est cool, quoi. Et du coup, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de garder cette tonalité et de l'avoir gardé sur TikTok, alors que sur Twitter, on a été très présent, mais on l'est moins aujourd'hui, parce que les réseaux auront aussi changé. Mais on a réussi à la garder sur TikTok à travers notre création de contenu, sur des contenus qui sont soit très marrants, soit pas marrants, mais cool et divertissants. Donc c'est hyper... la limite, elle est vraiment très fine entre toutes ces choses-là. C'est un équilibre qu'on a réussi à trouver avec le temps et qu'on essaye de garder depuis. C'est très bien ce que tu dis, parce que effectivement, déjà, c'est pas humoristique, c'est léger, c'est accessible. Donc ça, j'aime bien le fait que tu le reformules. Et tu as parlé aussi de TikTok, c'est un de tes derniers mots. Comment... tu l'as dit, hein, quand je suis arrivé, on gérait Facebook, on gérait Insta, Twitter et YouTube. TikTok est arrivé, vous avez vraiment pris la parole sur TikTok, là pour le coup avec soit un contenu vraiment fun, soit aussi des choses plus formelles. Donc voilà, comment tu vois toi l'avènement de TikTok en tant que social media manager de Decathlon? Alors TikTok, ça a été un gros sujet, je pense, pour tous ceux qui ont bossé dans les réseaux sociaux, parce que pendant longtemps, sur les réseaux, on ne créait pas de contenu vertical. On créait du contenu carré ou horizontal, en paysage et tout, format. En 16/9. Et en fait, quand TikTok est arrivé, ça a chamboulé toute notre réflexion autour de la création de contenu. Il a fallu créer des contenus plus courts et créer des contenus en vertical. Donc, après, on l'a senti arriver, donc forcément, on a pu l'anticiper. Mais ça a été quand même un sujet important pour tout le monde. Et c'est au moment du confinement où les marques s'en sont vraiment rendues compte, certaines un petit peu avant, mais en vrai de vrai, le boom est arrivé à ce moment-là, parce que c'est le confinement qui a fait basculer TikTok dans une appli qui était très jeune et dense et challenge et trend, à un truc plus quotidien, où même les gens plus vieux et tout se sont dit, en fait, il y a peut-être un truc à faire là-bas, puisqu'on n'avait rien d'autre à faire, en fait. Donc les gens se sont tous mis à TikTok, et à ce moment-là, tout le monde nous disait, pourquoi vous vous lancez pas sur TikTok? Il faut se lancer sur TikTok, c'est le moment et tout. Et en fait, TikTok, à l'époque, c'est un réseau où il n'y a pas de marque. C'est les gens, en fait, c'est leur truc, c'est leur réseau, ils kiffent ensemble, ils se sont appropriés le réseau. Et nous, notre crainte, c'était de venir et d'être la marque chiante qui vient casser un peu le truc des gens qui sont entre eux, quoi. Donc, on a bien réfléchi le truc en se disant comment on pourrait aller dessus et être vraiment pertinent, et pas juste aller pour aller parce que c'était le réseau du moment. Donc, il y a eu toute cette réflexion-là qui a mené à plein de débats dans notre équipe, comme à chaque fois qu'on prend des décisions ensemble. Mais qui sont des débats très enrichissants et très constructifs. Mais ça a mené ces débats il y en a qui voulaient, il y en a qui voulaient pas y aller tout de suite. Et on s'est dit, bon, on va faire un test, on va y aller quelques mois, mais on n'y va qu'avec des créateurs. L'idée, c'était que des créateurs se prennent notre compte, prennent notre compte, on gère notre compte, mais c'est eux qui nous envoient le contenu. Comme ça, on a du contenu propre à TikTok, donc pas du contenu de marque. On voulait pas des duplications de pub ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, c'était pas ça TikTok. Donc et à l'époque, il n'y avait même pas de pub, en fait. Ça n'existait pas. C'était vraiment juste des contenus que tu venais poser en organique et tout. Et donc, on s'est dit, on va utiliser des créateurs qui ont l'habitude de créer pour TikTok. Et on va voir avec eux s'il y a moyen de créer des contenus autour du sport qui sont cool.
Donc la première vague de contenu qu'on a faite, c'était des contenus très pratiques sportives, par exemple Joseph Garbatio qui allait faire des tricks dans la rue, Paula Freestyle qui faisait des tours du monde devant le Louvre. Enfin, c'était des contenus cool à regarder, mais divertissants, mais juste de pratiques sportives. Et on s'était dit, si on va sur TikTok, on ne pourra pas dépendre éternellement de créateurs. Ah ouais. Donc, dans notre réflexion de base avant de se lancer, il y avait une première vague où on allait avec des créateurs, où on allait mettre des contenus très adaptés. Ensuite, on allait trouver un moyen de créer aussi notre propre contenu pour combiner les deux, pour à terme arriver à un compte TikTok où le contenu est quasi propre à Decathlon. La stratégie s'est bien passée, encore une fois. Bon, tout n'a pas été parfait en route et on a rencontré des petites difficultés et tout. Mais ça a plutôt été dans le sens qu'on voulait. Et TikTok s'est plutôt développé dans ce sens aussi parce qu'au fur et à mesure, il y a plus de marques qui sont venues, plus de marques qui se sont intégrées sur TikTok. Donc forcément, le modèle et la création de contenu a changé. Et là, on a pu commencer à intégrer des contenus produits, des contenus plus tutos, plus conseils. Au début, pareil, il y avait très peu de contenus où les gens venaient parler face cam et expliquer un truc. Donc on a commencé à en intégrer en même temps que ce qu'on voyait ailleurs parce qu'on s'est aussi beaucoup inspiré et même pas forcément d'autres marques, mais de créateurs et de médias qui allaient sur TikTok pour comprendre un peu ce qui plaisait aux gens. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rodé, on a testé des trucs. Il y a des trucs qui ont carrément flop, il y a des trucs qui ont très bien marché. On a vraiment connu les deux extrêmes. Mais en fait, c'est en se rodant comme ça, en testant des trucs, qu'on a réussi à trouver aujourd'hui un équilibre qui fait que l'an dernier, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a pris vraiment une centaine de milliers d'abonnés, je pense. Je ne sais plus exactement, mais on a vraiment pris beaucoup d'abonnés. Et on a vraiment eu des contenus qui ont bien pété, qui ont bien marché, qui ont marqué les gens, notamment Léonie Oski. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu passer. Les tutos qu'on a fait en magasin avec le matelas qui s'auto-gonfle, on l'a beaucoup vu passer. Et en fait, c'est toutes ces réflexions de base qui nous ont menés à réussir ces contenus l'année dernière. Donc, ça a pris du temps. Et en même temps, je pense qu'on a suivi le trajet le plus sain pour nous et pour les gens parce qu'on n'avait vraiment pas envie de créer du contenu et d'aller sur TikTok que pour nous. Le but, c'était aussi que ce soit cool pour les gens. Si on était allé, que les gens avaient trouvé ça naze, on aurait dit, c'est tout. On leur laisse le réseau. Ouais. Nous, on a fait notre temps, on a testé. Ouais. La chance qu'on a, c'est que ça s'est bien passé et qu'on a réussi à construire une communauté plutôt cool et plutôt solide. Mais ouais, en fait, c'est un de nos sujets depuis toujours. Quand on pense le contenu, on se dit, est-ce que ça nous sert, nous, ou c'est vraiment intéressant pour les gens? Et on se pose toujours la question de, est-ce que si je bossais pas chez Decathlon, ça m'intéresserait? Et des fois, non. Des fois, ça nous intéresse pas. Donc, on se dit, on va le penser différemment parce que si nous-mêmes, ça nous intéresse pas, c'est qu'à un moment, ça va pas intéresser les gens. Et ça, c'est vraiment une question qu'on se pose souvent, des fois qu'on oublie parce que t'es dans ton tunnel et des fois tu zappes et voilà. Et des fois, il y a aussi des contenus que tu dois poster parce que ça fait partie des stratégies de la boîte et c'est aussi normal. Mais on essaye au maximum de se poser ces questions-là pour éviter d'abreuver les gens de contenus qui vont les ennuyer, en fait, puisque c'est pas non plus dans notre intérêt. Et nous, notre objectif de base, c'est que les gens aient envie de se mettre au sport et nous trouvent sympas, quoi. Donc, on essaye de suivre ces règles qu'on s'est posées depuis 5-7 ans maintenant et qu'on suit encore aujourd'hui. Génial. Bravo. Oui, vas-y, bien sûr. Est-ce que du coup, pour prendre de la hauteur sur tout ça, vous recrutez aussi des personnes qui ne sont pas intéressées par le sport, qui ne sont pas en tout cas dans le monde du sport directement? Alors, on a... Je me permets juste de reposer la question. Oui, je vais oublier à chaque fois. Est-ce que pour prendre de la hauteur sur la création de contenu, est-ce qu'on recrute parfois dans l'équipe des gens qui ne sont pas de l'univers du sport? Alors, Très bonne question. On a rarement eu cette occasion-là, en vrai, parce qu'on a toujours été confrontés à des gens qui aimaient un peu le sport. On n'a pas forcément des grands pratiquants dans l'équipe de sport qui vont faire des trails et des marathons et des trucs de fou comme ça. Mais dans les candidatures qu'on a eues, je pense que, en fait, même inconsciemment, les gens se bloquent Decathlon parce qu'ils font pas de sport. Nous, on n'a pas... en fait, on n'a pas d'intérêt à ce que tu sois le plus grand sportif du monde, mais on a quand même intérêt à ce que ça t'intéresse un minimum le sport parce que toute l'année, en fait, tu vas devoir parler de sport. Par contre, on parle avec beaucoup de gens qui sont pas forcément du milieu du sport, des médias, des créateurs et tout, où on leur propose des idées, on leur parle d'idées qu'on a eues pour avoir leur point de vue, parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir des gens qui prennent du recul, qui baignent même pas dans Decathlon. Quand on a vraiment des doutes sur des gros projets ou des idées, on va plutôt piocher chez des gens qui sont pas de Decathlon que l'inverse,
parce que c'est beaucoup plus enrichissant. Des gens de Decathlon, on en a autour de nous. Si on veut poser des questions, ça va aller vite. Des gens qui aiment le sport aussi. Mais c'est vrai que sur certains projets, quand on veut toucher certaines cibles ou même juste on a un doute, on se dit peut-être qu'on n'a pas assez de recul. Donc ça nous arrive. Après, franchement, si ça se présentait devant nous, genre un candidat hyper intéressé par ce qu'on fait, mais qui n'aime pas du tout le sport, je ne sais pas déjà si ça arriverait en vrai. Mais si le candidat est grave cool, que ça match et qu'il a envie, qu'il est hyper intéressé, qu'il est hyper curieux, franchement, je pense qu'il n'y a pas de... On se bloquerait pas là-dessus. C'est pas genre, t'arrives, tu postules, t'es hyper intéressant et on se dit, ah merde, il fait pas de sport. Genre, je pense qu'on n'en arriverait pas là. On n'a jamais eu le scénario, mais je pense qu'on favoriserait quand même l'humain, le fait que ça match et le fait que la personne soit quand même intéressée par ce qu'on fait, quoi. Merci pour ta question. J'avais une question qui allait un peu dans ce sens-là, c'est le temps que vous passez à la veille. Parce que toi-même, tu le dis, vous savez pas tout faire, vous ne sondez pas forcément toutes les pratiques, vous dites, bon, TikTok, on observe un truc, on n'y va pas. Mais voilà, on peut avoir des marques références, des concurrents sur lesquels on peut être en benchmark permanent. Mais voilà, quelle part prend la veille dans votre organisation, au sein de votre cellule déjà, mais peut-être plus globalement au service com de Decathlon? Alors, c'est hyper dur de quantifier ça, parce que notre veille repose quasi que sur notre consommation personnelle des réseaux sociaux. Donc, tu observes une trend le soir dans ton lit, tu dis j'en parle demain à l'équipe, quoi. La majorité des moments de veille où on a vraiment l'esprit libre, c'est quand on est chez nous, dans notre coin, et on va s'envoyer le truc sur notre conversation, et on en parlera le lendemain. C'est ça aussi l'inconvénient de notre métier, c'est qu'on ne déconnecte jamais vraiment. Dans notre quotidien, au travail, on essaye de se mettre des moments de veille, mais c'est quand même plus dur parce qu'on est tellement dedans que des fois, tu as l'impression que passer 1 heure à aller voir juste des comptes des autres marques, c'est une perte de temps. Alors qu'on sait que ça l'est pas. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses prio à faire qu'on a du mal à vraiment se l'instaurer au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est très dur de quantifier le temps de veille qu'on a. Mais c'est essentiel. Mais en fait, oui, c'est essentiel. Et les moments, nous on s'en est rendu compte, les moments où on avait moins le temps même dans notre vie de passer du temps sur les réseaux, on l'a senti dans les idées qu'on avait. Ouais. Mais après, ça fait partie du taf. Donc, quand on a moins le temps dans nos vies perso, on se force à le faire au travail. C'est pas hyper sain, ce que je suis en train de vous dire. Mais malheureusement, c'est la vérité. Ouais. Mais en fait, on n'est pas dans une approche de il faut qu'on fasse de la veille. C'est juste, en fait, on se balade, on voit un truc cool, on se dit ah, stylé. Et en fait, c'est juste que sur nos comptes, on a tendance à suivre tous les trucs qui nous intéressent et qui vont nous intéresser à l'avenir sur de la création de contenu. Mais on a rarement ce truc d'aller observer les concurrents tout le temps, parce que déjà, on les connaît maintenant et on sait les strates qu'ils ont. Et souvent, c'est pas forcément des trucs qu'on a envie de faire parce qu'ils ont un objectif différent du nôtre, comme eux, ils n'ont pas forcément envie de faire tout ce qu'on fait. Mais on a des comptes types qui nous intéressent, et c'est souvent des médias plus que des marques. Parce qu'en fait, pendant longtemps, nous, on a essayé de mettre en place une com mi-média, mi-marque, dans notre création de contenu, du moins, de plus parler de sport que de nos produits. Aujourd'hui, on est passé sur un autre équilibre, un peu plus produit, mais on a essayé de trouver une autre façon de fonctionner. Mais du coup, on s'est plutôt beaucoup inspiré des médias et des formats qui mettaient en place, plus que des concurrents qui créent du contenu. Même si des fois, on voit un truc passer d'un concurrent, on peut le trouver cool, on va se dire, ah, stylé, ils ont fait ça. Mais on évite au maximum de toute façon de s'inspirer de concurrents directs pour créer du contenu, et je pense qu'eux aussi. Parce que sinon, en vrai, c'est un peu bizarre d'avoir les mêmes trucs, en tout cas pour nous. Mais ouais, c'est plus, tu vois, des marques qui vont carrément sortir de notre spectre. Je sais que pendant longtemps, on regardait ce que Netflix faisait forcément, parce qu'ils avaient vraiment un spectre hyper global de plein de typologies de contenus différentes, et on aimait bien ce qu'ils faisaient en vrai. On regardait aussi beaucoup ce que Brut faisait, Combini comme absolument toute la Terre, je pense. Mais aujourd'hui, il y a d'autres médias qui n'ont rien à voir et qui ont des formats plutôt qui nous intéressent. Par exemple, Urbania, qui monte de plus en plus. C'est vraiment un média qu'on trouve cool, et ils ont vraiment plein de contenus très, très originaux, qui fait que c'est plutôt des choses comme ça sur lesquelles on va se rapprocher. On regardait aussi beaucoup Camino TV à l'époque, avec qui on a beaucoup bossé, qui est un média lifestyle sur les réseaux. Et c'est plus... en fait, on aime bien regarder ce qu'ils font. Des fois, ça va même pas nous aider pour des contenus, mais juste savoir un peu ce qui se passe ailleurs, la façon dont ils mettent les produits en avant, dont ils parlent de certains sujets. C'est toujours des choses qui nous intéressent, donc même des contenus d'influenceurs, de créateurs, peu importe. Mais
On essaye vraiment de veiller comme ça. Et c'est ce qui nous aide aussi sur l'aspect influence. C'est que les gens avec qui on travaille, on essaye de bosser avec des gens qu'on consomme. Parce qu'on n'a pas envie de prendre quelqu'un juste pour sa communauté. On veut être sûr que les valeurs concordent, que le message qui sera passé naturellement, que l'image matche avec l'image de Decathlon. Enfin, toutes ces réflexions-là, on arrive à les avoir parce qu'on a passé beaucoup, trop, je pense, mais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais ouais, la veille c'est vraiment très aléatoire, malheureusement. Bah non, mais c'est hyper important. Et puis, un jour, Decathlon change d'identité visuelle, un nouveau logo, là, depuis quelques jours, semaines. Ouais. Comment ça s'organise comme ça sur les réseaux sociaux quand du jour au lendemain, bon, on garde le bleu et le blanc, mais c'est à peu près tout ce qu'on garde, quoi. Voilà. Comment ça se passe? Alors déjà, ça se passe jamais du jour au lendemain, forcément. Nous, on était au courant depuis plusieurs mois. Donc ça s'est géré au niveau de Decathlon Monde directement. Donc ils ont une équipe à part sur ces sujets-là. Qui est en France aussi, Decathlon Monde? Qui est en partie en France. Okay. Il y en a qui sont ailleurs, mais la majorité est plutôt en France. Et du coup, le sujet était complètement le leur. Donc nous, on attendait juste les directives de qu'est-ce qu'on va faire sur les réseaux, qu'est-ce qui va changer. Parce qu'il faut savoir que le logo a changé, mais il y a aussi tous les comptes des sports qui changent, qui deviennent par exemple le tarmac qui devient Decathlon Basket, tous ces trucs-là. Kipsta qui doit remettre le logo Decathlon avec le Decathlon dans le nom. Enfin, c'est une déclinaison, une déclinaison de tous les comptes et tout pour uniformiser la majorité. Ouais. Donc ça, c'était plutôt ça le gros sujet pour nous, de savoir ce qui allait vraiment se passer sur les réseaux, ce qui allait changer et tout. Pareil au niveau des magasins qui avaient tous des comptes. Aujourd'hui, ils vont enlever beaucoup de comptes pour pouvoir centraliser plus de choses. Ça, c'est des trucs vraiment plus concrets pour nous. Après, sur le reste, sur la partie image, nous, on nous a juste dit, on avait l'info il y a longtemps, mais on nous a juste dit, le 12 mars, il y aura le changement officiel. Donc, il faut préparer le planning de contenu que vous voulez pousser à ce moment-là, le changement de logo, le changement de ceci, cela et tout. Et du coup, on nous a juste fourni un pack de contenu et d'informations qui nous permettait de nous mettre à jour le 12 mars. Mais en fait, c'est une stratégie mondiale. Donc, à ce stade, nous, on est juste diffuseurs de ce qui va se passer. On nous a juste laissé la liberté de ce qu'on voulait pousser pour annoncer le lancement en termes de contenu, en termes de fréquence plutôt, je dirais, puisque le message était le même dans le monde entier. Et vous, comment vous l'avez poussé, par exemple? Vous, dans votre équipe, comment vous avez dit, tiens, on va communiquer sur ce nouveau logo? On n'a pas pu vraiment faire un truc très original parce qu'il y avait quand même, comme c'est un lancement global, c'est forcément beaucoup plus cadré que d'autres contenus qu'on fait. Mais on nous a juste envoyé des vidéos. Donc, on a choisi la vidéo à poster avec le wording qu'il fallait mettre. Okay. Donc, on n'a pas vraiment préparé le truc en amont. On a juste sélectionné dans les éléments qu'ils nous ont envoyés ce qui nous semblait le plus pertinent. Mais finalement, c'était la même... pour le jour J, en tout cas, c'est la même vidéo pour tout le monde. Après, pour les autres jours, chacun a mis des stories plus ou moins différentes. Mais il n'y avait rien de très original selon les pays parce qu'on avait des directives assez précises. Comme encore une fois, on parle d'un lancement hyper important, hyper global, on ne pouvait pas non plus se permettre de faire trop d'écart et c'est totalement normal. Et forcément, on ne peut pas ne pas en parler, mais autre actualité énorme, les JO. Donc la France accueille les JO là dans quelques semaines. Et donc, quand on est Decathlon, comment on voit venir cette organisation de la date de l'officialisation des JO il y a quelques années maintenant et accompagner la com, accompagner les clubs, les sports, les marques, les fédérations, tout ça. Comment s'organise alors la com de Decathlon, mais vous en particulier dans votre quotidien sur cette manière-là? Alors sur les JO, c'est pareil, c'est un sujet qui date maintenant. À l'époque de l'annonce et ensuite de l'annonce du partenariat, il y avait plein de sujets de mettre les gens au sport, d'activation autour de ça, donc qui sont pas de notre ressort à nous. Donc il y a des équipes qui sont là-dessus. Pareil sur la com, il y a un groupe JO qui a été créé exprès pour ce sujet-là, mais nous du coup on bosse en direct avec ceux qui sont les référents réseaux sociaux, mais comme on est les diffuseurs, eux ils sont plutôt sur la partie contenu et on gère ensemble. Donc il y a une cellule qui a été créée spécialement JO au sein du service com, et vous en êtes un des bras armés, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Ils ont créé toute une équipe avec une majorité de gens qui étaient déjà là en interne. D'accord, ok. Donc qui ont été rattachés au sujet JO pendant 2 ans. Donc c'était un projet sur 2 ans à peu près. Et en fait, pendant 2 ans, notre rôle à nous était de montrer aux gens qu'on était partenaire des JO. Donc on était un des partenaires des JO et notamment partenaire des volontaires puisqu'on équipe tous les volontaires des JO. Donc le partenariat s'axe plutôt là-dessus. Et donc du coup,
Pendant 2 ans, il y a eu tous ces sujets-là de création d'un team athlète, donc avec des athlètes qui vont potentiellement aller ou non au JO selon les qualifiés. Et notre but à nous était d'accompagner les athlètes pour les mettre en avant, d'accompagner le sujet JO et de parler des volontaires. Donc on avait ces axes-là, en plus de la mise au sport et tout ça. Et du coup, on a beaucoup bossé avec Martin, du coup, qui est dans l'équipe JO, notre contact, sur plein de contenus qu'on pouvait écrire ensemble. Justement pour trouver un équilibre entre ce qu'eux ont besoin de pousser et nous, notre manière de créer du contenu. L'avantage de Martin, c'est qu'on le connaît bien, on a beaucoup bossé avec, il sait comment on bosse, il sait ce qu'on aime en termes de contenu, donc on a vite trouvé la formule qui nous convenait. Et du coup, on a mis en place plein de contenus, plein de trucs à mettre en avant selon les périodes. L'année dernière, c'était mettre en avant le team athlète pour montrer qui était partenaire de Decathlon. Cette année, c'est plutôt parler des volontaires, de l'approche des JO. Et du coup, plus les JO vont approcher, plus notre contenu va être axé là-dessus. Et en fait, ce sera aussi par rapport à ce qu'on a le droit de faire légalement, parce que c'est pas simple de bosser avec les JO. Il y a beaucoup de réglementations très, très strictes, de chartes et tout à faire valider. Mais on bosse aussi avec Paris 2024, qui leur service comme à eux. Donc, c'est toute une organisation qui nous permet de mettre en avant le partenariat de la meilleure des manières, de faire rayonner ce sujet-là. Aujourd'hui, nous, on est plus basé sur la création de contenu et la diffusion. À partir du moment où on va s'approcher des JO, il y aura un peu plus de réflexion autour de qu'est-ce qu'on va créer pendant. Donc là, ce sera différent. Et après, il y aura les sujets d'après, de comment tu capitalises sur toute cette hype autour des JO, qui là dépendra certainement d'une équipe un peu plus globale qui ne dépendra pas de nous. Mais ouais, nous, en fait, on continue notre métier habituel, mais on a un axe JO un peu plus poussé dans nos réflexions de création de contenu. Donc, on l'intègre un peu plus à chaque fois qu'on réfléchit. Mais ça ne change pas énormément notre quotidien pour le moment, quoi. Bien sûr. Et vous êtes en train d'anticiper sur ce type de réflexion, de se dire, par exemple, imaginons-le, toi comme moi, l'équipe masculine ou féminine de handball ou de basket gagne la médaille d'or. Comment vous allez prendre la parole sur ce sujet-là? Est-ce que vous êtes déjà dit, on va reposter Paris 2024, les gars avec leur médaille, on va marquer juste bravo les gars? Ou est-ce qu'il va y avoir du contenu par ailleurs? Voilà. Imaginons qu'il y ait des belles choses à fêter, je suis sûr qu'il y en aura. Comment vous allez prendre la parole à ce moment-là? Est-ce que ça, vous ne l'avez pas du tout anticipé encore, ou est-ce que c'est encore confidentiel? En fait, c'est très simple, on ne peut pas. À partir du moment où on n'est pas partenaire de tel ou tel sportif ou des JO global, avec la fédération, tout ce qui se passe en dehors de nos partenariats en direct, on ne peut pas communiquer. Donc les choses on doit encore lire toutes les petites lignes pour être sûr de ce qu'on a le droit de faire, mais ce qui est sûr, c'est que tous ces sujets-là, par exemple l'équipe de hand, on ne peut pas communiquer. Après, il y a une année où on avait Vincent Gérard qui était notre partenaire et qui est encore dans le team athlète aujourd'hui. S'il va au JO, il y a un moyen d'en parler, mais c'est vraiment... On est fiers de en fait, il y a vraiment des règles à suivre très très précises pour pouvoir féliciter les athlètes qui vont par exemple être médaillés, parce qu'il y a des sujets qui nous dépassent complètement. Et à partir du moment où on n'est pas soit partenaire des équipes, soit partenaire officiel des JO, donc vraiment les gros partenariats, tous ces sujets qui concernent la France au global, on n'a pas le droit d'en parler. Donc c'est plutôt très simple, du coup, pour organiser les JO pendant, c'est qu'en fait, on a des trucs très précis sur lesquels on peut communiquer, mais les sujets très généraux sur lesquels le commun des mortels comme nous allons tweeter ou mettre des stories, on ne pourra pas forcément en parler, donc ça règle un peu le problème. Ouais, oui, c'est sûr. On arrive déjà à l'orée de cette conférence. Ça passe extrêmement vite et vraiment, je te remercie pour tout ce que tu nous dis là avec beaucoup de sincérité et de transparence. J'aurais quand même 2 petites questions avant qu'on se retrouve là-bas. Quels sont tes meilleurs et moins bons souvenirs à ton poste en organisation ça peut être de la prod qui a le mieux fonctionné à celle qui en a le moins ou alors des situations un peu plus cocasses à gérer, positivement ou négativement. Mais voilà, ton meilleur et ton moins bon souvenir à ton poste meilleur, franchement, c'est dur de choisir, mais puisqu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses sur les 5 années où j'y étais. Je pense que le plus marquant, c'est, je ne sais pas si vous avez la ref, mais c'est le lancement du Jog 85 à l'époque,
qui était un jogging vintage qu'on a ressorti sur Twitter, enfin grâce à Twitter en fait. En gros, on avait retrouvé. Moi, j'étais pas encore arrivée à ce moment-là. Je suis vraiment arrivée pendant ce sujet, mais pas au tout début. Ils avaient retrouvé un magazine des années de 85 du coup, dans lequel il y avait des anciens produits Decat et il y avait un jogging brandé Decat sur le côté. Ils avaient tweeté le truc en disant on a retrouvé ça pour voir ce qui allait se passer. Et évidemment, tout le monde a réclamé le jogging gris. Ouais. Et il y a un mec en privé qui a dit pour combien de retweets vous le faites vraiment? Et je sais plus, c'est Yann, je crois qu'il avait dit 10 000 retweets, un truc du genre. Et le mec a fait 30 000 retweets. Ouais. Et du coup, en interne, ils ont été voir des gens, ils ont dit bon. On est obligé de le refaire. Donc, pour rappel, on est l'équipe réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de produits. On ne fait pas ça. On n'a même pas la main pour faire ça. Ouais. Et ils sont allés voir notre manager de l'époque, donc Stéphane qui était là à l'époque, et ils lui ont dit bah, les gens, ils le veulent, on fait comment? Et du coup, ils ont commencé à bosser avec plein d'équipes. Je crois qu'ils avaient contacté l'équipe Volley parce que l'équipe Volley avait une plage disponible pour créer un produit, pour concevoir le produit. Ils avaient bossé avec des designers de Kalenji. Enfin, c'était vraiment un gros projet avec plein de gens de partout. Et ils se sont tous chauffés parce que le projet les faisait kiffer. Et moi, je l'avais suivi à l'époque en tant qu'étudiante qui voit le truc péter sur Twitter. Et je me dis, putain, ils sont chauds et tout. S'ils le sortent vraiment, ça tue. Et en fait, donc je suis prise en stage 2 mois après ça, 2-3 mois. Et j'arrive et ils me disent, en fait, là, ça y est, il va sortir et tout. J'étais incroyable et tout. Et franchement, le moment où ça s'est arrivé jusqu'au moment où il est sorti, c'était plutôt ouf parce que en gros, j'ai rarement vu ça. Toutes les semaines, on nous demandait quand il allait sortir. Genre vraiment, même tous les jours, tu avais un tweet ou un DM où il disait il sort quand le jog, puisqu'on avait annoncé qu'on allait sortir du coup suite au tweet du mec. Et en fait, en très peu de temps, parce que normalement, la conception d'un produit, ça prend à peu près 18 mois. Et là, le tweet a été fait en août, où il pose le magazine, et le jogging sort le 13 février précisément. Donc c'était vraiment genre tout en mode hyper court terme et tout. Et du coup, moi, je suis arrivée en stage, donc ça, très marrant aussi. J'arrive le 7 janvier, fraîchement diplômée, tout ça et tout. Et au bout d'une semaine, ils me disent bon, Célia, en fait, on n'est pas trop dispo en ce moment, on doit finir le truc du jog. Du coup, on te laisse une semaine tout seul, ça va aller et tout. Et donc, moi, j'étais, allez, go. Donc, pendant une semaine, je gérais les réseaux. On se tenait au courant, évidemment, parce que je venais vraiment d'arriver, donc il fallait quand même qu'ils me guident. Mais en fait, pendant une semaine, ils devaient gérer l'envoi des jogs aux influenceurs qu'ils avaient repérés. Et en fait, on a tout fait nous-mêmes. Genre, on n'a rien délégué. Donc, c'est-à-dire que je sais plus combien de boîtes on a envoyées, mais on a plié les boîtes nous-mêmes, mis les jogs dedans, écrit les mots à la main pour genre une centaine de personnes. Et c'est ce qu'on a toujours fait quand on avait des projets un peu similaires, parce que ça nous tenait à cœur de le faire de nous-mêmes et de mettre un mot écrit de notre main, vraiment personnel pour chaque personne, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, toute cette folie-là a été un de mes meilleurs souvenirs, alors que c'est genre certainement mon premier souvenir quand je suis arrivée, mais parce qu'en fait, jusqu'au jour où c'est arrivé, il y avait une hype de malade. Et le jour même, on a cassé le site pour la première fois grâce à une sortie de produit. Et c'était la panique en interne parce qu'ils n'avaient jamais vécu ça, mais genre la vraie panique en mode on va perdre du chiffre d'affaires et tout, c'est une catastrophe. Nanana. En plus, c'était une heure, genre mercredi midi, genre grave un pic et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, ça a fini en top tweet. Il y a eu des articles le lendemain. Et quand on a vu tout ça, on s'est dit ah ouais, on a vraiment cassé Internet premier degré. Et ça m'a trop marqué parce que je venais d'arriver, donc j'avais encore les yeux qui brillaient, punaise, je suis chez Decat sur les réseaux sociaux et tout, et j'aimais déjà ce qu'ils faisaient à l'époque, donc ça me faisait kiffer. Et participer vraiment au projet, même si je suis arrivée en cours, c'était trop stylé parce que c'est vraiment un projet qui part des gens, genre, ça part pas de la marque qui essaie de vendre un truc sportswear aux gens en mode c'est à la mode, c'est vraiment les gens qui se sont appropriés le truc, qui en ont fait un truc réel, et nous on l'a juste mis en place parce que les gens étaient à fond, et ça nous a fait kiffer de ouf, et je pense qu'on a vécu là-dessus pendant bien longtemps, même si on a fait d'autres trucs cool après, ça nous a vraiment marqué. Donc ça, je pense que ce serait ça le meilleur souvenir. Il y a eu plein de trucs cool, hein, mais ça, c'est tellement un gros projet qui nous a marqué, même qui nous marque encore aujourd'hui, que je suis obligée de citer celui-là, même si j'étais même pas là au début. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. C'est une énorme expérience. Et moins bon souvenir, franchement, c'est arrivé 2 semaines après. Je pense que c'est la crise avec le hijab, où on s'est fait vraiment détruire sur les réseaux par des gens pas très bien intentionnés. Enfin voilà. Et du coup, en fait, ça a été le problème de ça. Déjà, c'est
la réaction des gens, évidemment, qui est un problème de base. Mais le truc qui a été chiant, très très chiant à vivre, c'est qu'on venait de sortir du jog le 13 février. Et ça arrive genre le 24 février. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas pu kiffer ce truc-là. On a dû se reconcentrer sur autre chose. Et là, pour le coup, en fait, c'est forcément mon moins bon souvenir parce que même en termes, enfin, par rapport à mes valeurs à moi, ça m'a touché à titre perso. Mais c'est juste que c'était une vraie gestion de crise. Genre la vraie gestion de crise où tu as tout le monde qui s'empare du sujet. On a vu le sujet un peu partir le vendredi soir et le lundi, en fait, c'est vraiment parti. C'est vraiment parti dans tout l'instant. De toute façon, c'était inévitable. Le truc a été pris d'assaut par plein de personnes sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment avoir d'influence et tout. On ne pouvait pas gérer le truc, il ne dépendait pas de nous. En fait, nous, on était juste sur les réseaux, donc en ligne de mire, mais ce n'était pas un sujet qui nous concernait, ce n'était pas une crise à cause de nous. Donc, je le prends en moins bon souvenir parce que tu as tout le sujet qui est un peu dur. Et puis moi, j'étais stagiaire depuis genre 1 mois et demi. Donc en 1 mois et demi, on avait cassé le site avec un jog. Et 2 semaines après, on se faisait détruire pendant 3 jours par tout le monde. Enfin, par tout le monde, j'abuse parce qu'il y a eu quand même une grosse vague de soutien. Mais ceux qui faisaient du bruit, forcément, c'était les détraqueurs. Et donc forcément, ça c'est je pense, le moins bon souvenir. Après, qui a été aussi malgré tout très enrichissant en termes de formation. Parce que j'ai géré quand même une crise au bout d'1 mois et demi avec eux. Et encore une fois, à l'époque, on était 3. Donc, pendant qu'il y a eu ça, il y avait vraiment beaucoup de choses à gérer, quoi. Donc ouais, je dirais que c'est ça le moins bon souvenir en vrai. Mais en fait, j'ai pas vraiment de moins bon souvenir. Donc, je suis obligée de prendre ce truc qui était quand même... qui a aussi marqué ma carrière aussi, quoi. Merci beaucoup. Toute dernière question avant que vous preniez la parole. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon? Et toi, qu'est-ce que tu peux souhaiter? Quels conseils tu peux donner à nos étudiants présents et ceux qui nous regarderont sur leur téléphone plus tard? Alors, ce qu'on peut me souhaiter de bon, c'est de continuer à m'épanouir, que ce soit à Decathlon ou ailleurs. Vraiment de continuer à kiffer et d'avoir toujours autant de chances de faire un métier qui me plaît. Quel conseil je donnerais? Je pense que c'est de ne pas paniquer si le plan ne se déroule pas comme prévu. Parce qu'en vrai, moi, j'ai eu de la chance. Quand j'en parle, on dirait que le plan s'est déroulé comme prévu. Mais la vérité, c'est qu'avant de trouver le stage, j'ai passé 4 mois au chômage où je ne savais plus quoi faire. Donc, c'est pas grave si genre, votre plan ne se déroule pas comme prévu. C'est pas grave si vous avez l'impression de ne pas prendre le bon chemin. Genre, pour moi, si vous avez un objectif précis, je ne vais pas vous dire si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est pas vrai, la vie n'est pas aussi simple. Mais ne vous cantonnez pas au parcours qu'on vous conseille en mode c'est ça qu'il faut faire, c'est ce chemin, c'est cette école, c'est cette entreprise, c'est aller à Paris parce qu'il y aura du taf. En vrai, si vous avez un truc en tête, n'hésitez pas à essayer de court-circuiter le parcours parce que de toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a quasi aucun plan qui se déroule comme prévu. Donc préparez-vous à ce genre de choses. Potentiellement, votre plan il va échouer, mais pensez toujours au plan B. Et parce qu'en vrai, si vous avez un objectif, genre moi, mon objectif c'était les réseaux sociaux. Je savais que la facilité, c'était d'aller dans une école, de faire une alternance et tout. Je suis quand même allée en STAPS. J'ai court-circuité plein de choses qui ont fait que j'ai réussi à m'y retrouver quand même si ça a l'air de s'être bien passé. Mais en vrai, il y a eu plein d'échecs en cours de route qui m'ont fait me remettre en question. Mais franchement, ça fait partie de la vie. Et même si ça échoue, vous trouverez un autre truc qui vous ferait kiffer, hein, je pense. Donc non, vraiment, ne vous bloquez pas si vous avez l'impression de ne pas avoir pris le bon chemin. Si vous voulez vraiment faire le truc, il y a un moment où vous allez peut-être avoir une opportunité ou une faille qui va vous permettre d'y arriver, quoi. Merci Célia pour ce précieux conseil. Merci Célia, merci à toutes et tous. Je pense qu'on peut applaudir en mode closing. Merci. Merci, c'est top.